L'histoire n'est pas une science exacte. Elle n'est jamais gravée dans le marbre. Au fil du temps, la connaissance du passé s'affine et évolue. Mais les idées reçues ont la peau dure et les a priori restent tenaces. Pour saisir les vérités du monde, il faut parfois bousculer les certitudes et décrypter les faits en proposant un autre regard. La postérité a érigé le plan Marshall comme un acte désintéressé, venu sauver une Europe dévastée. Et pourtant, « 12 mars 1947. L'Amérique est à son apogée. Jour après jour, la vie s'écoule, insouciante. Les affres de la guerre sont loin désormais. Pourtant, ce même jour, le président Harry Truman sonne l'alerte. The gravity of the situation which confronts the world today necessitates my appearance before a joint session of the Congress. The foreign policy and the national security of this country are involved. La menace, c'est le communisme. Il se propage comme une épidémie. À l'Est, de nombreux pays sont déjà sous son emprise. À l'Ouest, l'Italie et la France y comptent de nombreux partisans. La Grèce et la Turquie résistent, mais elles peuvent basculer à tout instant. Il faut endiguer le fléau, préserver les peuples de la contamination. We must take immediate and resolute action. Dans la guerre froide qui s'annonce, tous les moyens sont bons pour parvenir à ses fins, même les plus inattendus. Ce même 12 mars 1947, à Moscou, le dialogue entre les grands alliés d'hier se poursuit, comme si de rien n'était. À l'ordre du jour, l'avenir de l'Allemagne mobilise les ministres des Affaires étrangères de chaque pays. Ernest Bevin représente l'Angleterre, Georges Bidault la France, Vyacheslav Molotov l'Union soviétique et le général George Marshall les États-Unis. Héros de la Seconde Guerre mondiale, architecte de la victoire, il a désormais en charge la diplomatie américaine. Les délégués font bonne figure pour les photographes. Comme toujours, la connivence est de mise devant la presse. Mais les débats reflètent déjà leur division. Hier encore, les Alliés voulaient briser l'Allemagne, la réduire à néant. Désormais, sa puissance appartient au passé. Depuis la fin de la guerre, le Reich vaincu est maintenu sous tutelle, occupé par les vainqueurs. Ravagé par les destructions, le pays est exsangue.
et sa population condamnée à la survie. Pour les États-Unis, la misère fait le lit du communisme et ces lendemains qui chantent risquent d'y trouver un écho en ces temps de pénurie. Il est temps de donner un nouveau départ à l'Allemagne. Pour les Russes et les Français, il n'en est pas question. L'Allemagne a déchaîné la foudre sur le vieux continent, elle doit payer pour les réparations et rester sous contrôle. Le ministre français Georges Bidault n'en démord pas. Il campe sur ses convictions. Il y a un droit de préemption sur le charbon allemand pour les pays victimes de l'agression. Les moyens industriels essentiels, et en particulier l'acier, doivent être laissés en des mains sûres. Georges Marshall est contrarié, mais rien n'y fait. Ni les sorties au Bolchoï, ni les réceptions officielles qui s'enchaînent n'apaisent les différends. La conférence s'achève dans l'impasse et le sort de l'Allemagne est reporté. I'm very glad to be going home, and I'm sorry that we have not made more of progress at this conference. En quittant Moscou, le secrétaire d'État américain se montre préoccupé. L'Allemagne n'est pas le seul pays à être ruiné. C'est l'Europe entière qui est à genoux, 2 ans après la fin des combats. De l'Atlantique à l'Oural, des milliers de bâtiments restent à reconstruire. Des centaines de routes et de ponts attendent d'être remises en état. La pénurie et les restrictions font des ravages. En Angleterre comme en Pologne, en France, en Grèce comme aux Pays-Bas, les peuples sont à bout de force. Tout manque. Logement, nourriture, charbon, même l'eau parfois. Marshall comprend que le relèvement de l'Europe n'est pas pour demain. Et cette réalité, plus encore que le péril rouge, va rapidement poser un problème aux États-Unis. L'Amérique est immense, mais ses capacités de production ont déjà largement dépassé les besoins du pays. L'industrie tourne à plein, les excédents se multiplient, et faute de débouchés, le spectre de la surproduction se profile. La reconstruction du vieux continent est devenue indispensable à la santé économique des États-Unis. L'urgence commande. Dès son retour à Washington, George Marshall s'entoure de quelques conseillers pour échafauder un plan de bataille. Il ne les choisit pas au hasard. Parmi eux, George Kennan, le principal théoricien de la doctrine d'endiguement du communisme prônée par le président Truman. Dean Acheson, anti-soviétique notoire, fervent adepte du libre-échange. Et enfin William Clayton, un ancien administrateur des surplus de guerre, devenu sous-secrétaire d'État aux affaires économiques. Leur objectif, aider l'Europe à sortir du marasme pour assurer l'avenir des États-Unis. Le 5 juin 1947, alors que l'Amérique s'apprête à célébrer le 3e anniversaire du débarquement de Normandie, George Marshall, lui, se prépare à une nouvelle offensive. Ce jour-là, il se rend à Harvard. La prestigieuse université lui a décerné le titre de docteur honoris causa. Parmi les invités, des professeurs, des étudiants, quelques figures célèbres comme Oppenheimer, le père de la bombe atomique, ou le grand écrivain T.S. Eliot. Lors de son discours, Marshall annonce son plan. Une aide de plusieurs milliards de dollars pour reconstruire l'Europe, pays de l'Est inclus. Our
policy is directed not against any country or doctrine, but against hunger, poverty, desperation, and chaos. L'horloge qui sonne alors sur le campus annonce la fin de la détresse pour tout un continent. Deux mois à peine séparent le discours offensif de Truman sur la nécessité de barrer la route au communisme de celui si généreux prononcé par Marshall en faveur de toutes les nations en difficulté. Ils vont se révéler pourtant comme les deux faces d'une même pièce. Pour l'heure, dans cette Europe à la dérive, l'offre américaine alimente tous les fantasmes. Un film satirique de l'époque montre les espoirs qu'elle a suscités en Espagne. Mais l'Espagne de Franco est exclue du plan Marshall. Washington refuse d'aider la dictature qui a soutenu l'Allemagne nazie. Tandis que les Espagnols se désespèrent, la France et la Grande-Bretagne saisissent la balle au bond. Durement éprouvées par la guerre, les deux nations jadis florissantes peinent encore à se redresser. Enthousiastes devant l'offre américaine, les ministres Ernest Bevin et Georges Bidault se retrouvent pour en discuter. Il leur faut sonder leur homologue soviétique. Ils ne vont pas tarder à déchanter. Molotov arrive, il a la tête des mauvais jours. Il apporte avec lui la position du Kremlin. Elle est catégorique. Niet. L'aide américaine est un cadeau empoisonné. Les pays qui l'accepteront risquent de perdre leur indépendance économique et leur souveraineté nationale. Et pour signifier le désaccord de Moscou, le délégué soviétique quitte la réunion avec fracas. Ça commence bien. D'autant qu'en matière de souveraineté, les Français ne sont pas au bout de leur surprise. Les Américains posent leurs conditions. Si la France souhaite bénéficier de la manne providentielle, elle doit libérer les 750 000 prisonniers de guerre allemands qu'elle détient depuis la fin du conflit. Or, la plupart ont été affectés à la reconstruction des villes dévastées ou dans les houillères, qui manquent cruellement de main-d'œuvre. Acculés par la nécessité, Paris, comme Londres, vont se plier au diktat des États-Unis. Et les premiers prisonniers de guerre allemands vont retrouver leur foyer. De l'autre côté du rideau de fer, la proposition de Marshall a aussi ranimé l'espoir de jours meilleurs. Plusieurs nations ont manifesté leur intérêt. C'est le cas de la Tchécoslovaquie. Mais après l'avoir annoncé, Clément Gottwald, son premier ministre communiste, est soudain convoqué à Moscou. 2 jours plus tard, sur le tarmac de l'aéroport moscovite, il décline l'offre des États-Unis. Visiblement gêné, il déclare « Да здравствует вечная дружба и союз Советского Союза и Чехословакии, да здравствует героический советский народ
Его великий вождь генералиссимус Сталин. À l'instigation du grand frère soviétique, tous les États inféodés à Moscou vont un à un refuser le plan de reconstruction des Américains. Marshall, qui avait espéré en voir certains sortir de la sphère d'influence communiste, constate son échec. La division de l'Europe en deux blocs se met en place et seuls 16 pays se portent candidats au plan de redressement américain. Le 12 juillet 1947, les futurs bénéficiaires se retrouvent pour transformer la promesse en réalité. Toutefois, il leur reste à remplir une obligation, créer l'organisation qui va gérer les fonds et s'entendre sur leur répartition. Mais de l'Islande à la Turquie, chacun prêche pour sa paroisse. Les Français sont hantés par l'idée que l'Allemagne ne renaisse de ses cendres. Le Benelux, au contraire, souhaite le prompt rétablissement de son principal fournisseur et client. Les Suédois, eux, ne veulent pas se fâcher avec leurs voisins de l'Est. Quant aux Britanniques, qui ont perdu un quart de leur richesse à lutter contre le nazisme, ils réclament à corps et à cri un statut particulier. On est loin du front uni exigé par les États-Unis, très loin de l'Alliance européenne qu'ils avaient espéré. Pendant ce temps, pour des millions d'Européens, la situation ne cesse de se dégrader. Les indicateurs alimentaires sont au plus bas. Les caprices du climat ont ravagé les récoltes. Le blé manque. En France, la ration de pain passe de 300 à 200 grammes par jour. L'inflation atteint 80% et le marché noir reste considérable. À Milan, les gamins sont réduits à la délinquance pour subvenir aux besoins de leur famille. À Berlin, des femmes se vendent à leurs occupants contre quelques boîtes de cornets de bif ou de fruits au sirop. Sexe contre survie. Pour Marshall, l'heure est venue de passer à l'action. De colloque en conférence, il insiste sur le bien fondé de son projet et l'urgence de sa mise en œuvre. The 6 1/8 billion proposed for the first 15 months is less than a single month's charge of the war. To be quite clear, this unprecedented endeavor of the new world to help the old is neither sure nor easy. It is a calculated risk. But there's no doubt whatever in my mind that if we decide to do this thing, we can do it successfully. C'est oublier la farouche opposition de Staline. Le maître du Kremlin n'est pas prêt de laisser l'oncle Sam guider le destin du monde. À l'automne 1947, il abat ses cartes. Alors que les délégués des partis communistes du monde entier sont réunis près de Varsovie, Andreï Zhdanov, le représentant soviétique, annonce la couleur. C'est au Parti communiste, de tous les pays, qu'il appartient d'assumer un rôle historique, en prenant la tête de la résistance au plan américain d'asservissement de l'Europe. La messe est dite. Aussitôt, l'Europe communiste s'enflamme. Des manifestations éclatent dans les pays où le parti est le mieux implanté. En Italie, les ouvriers de la métallurgie se retrouvent en première ligne, suivis par les ouvriers agricoles. En France, 80 000 mineurs arrêtent le travail. Puis c'est au tour de l'industrie, de l'éducation nationale, des banques. Dans
tous les secteurs d'activité, les grèves dénoncent le risque d'une colonisation yankee. Le plan Marshall est conspué. Des cheminots vont même jusqu'à saboter une voie ferrée en signe de protestation. Bilan, 20 morts et 50 blessés. Dean Acheson, l'un des hommes de Marshall, déclare « Nous avions constaté la destruction matérielle de l'Europe, mais ces perturbations économiques, politiques et sociales à grande échelle nous ont complètement échappé. » Et tandis qu'une partie de l'Europe rejette l'aide américaine et ses présumés bienfaits, aux États-Unis, le plan Marshall n'a toujours pas été voté. Il tarde à passer l'épreuve du Congrès. Un événement va en accélérer la ratification. Le 25 février 1948, Édouard Beneš, le président de la République tchécoslovaque, est contraint de quitter ses fonctions. C'est le coup de Prague. In Czechoslovakia, communists inside the government seized power by the well-known technique of intimidation, and the country became a police state and Russian satellite under Premier Gotha. La peur s'empare alors de l'Amérique et le plan Marshall est adopté à l'unanimité. Désormais, il se part d'une nouvelle vertu, la défense d'une certaine forme de civilisation qui nous est commune, comme le déclare George Marshall. Une première tranche de 5 milliards de dollars, soit l'équivalent de 52 milliards de dollars actuels, est rapidement débloquée. Par la volonté des États-Unis, l'OECE, la première organisation économique européenne, va en bénéficier. Bientôt, les premiers navires accostent à Rotterdam, au Havre, à Lisbonne. Denrées alimentaires, machines agricoles, outillages et équipements industriels qui faisaient tant défaut font leur apparition. La reconstruction de l'Europe peut enfin commencer. Commandés par la SNCF au titre du plan Marshall, 2500 wagons couverts de 20 tonnes parviennent en France en pièces détachées. Ils sont assemblés et montés au rythme de 3 wagons toutes les 2 heures et cette cadence sera bientôt doublée. L'aide américaine permet à la France de reconstituer son parc ferroviaire, particulièrement pauvre en wagons de marchandises, si nécessaire à la prospérité économique d'un pays. Partout, les chantiers se multiplient. Les vestiges des combats s'effacent, les villes se reconstruisent, les industries renaissent et les campagnes se modernisent. L'aide américaine contribue à renforcer les plans de relance initiés par les gouvernements européens dès la fin de la guerre. La multiplication des grues inaugure une ère d'espoir et de renouveau. Mais alors que le relèvement du vieux continent s'amorce, l'ami américain va se montrer particulièrement tatillon sur l'utilisation de ces dollars. Pour y veiller, une entité spécialement dédiée a été créée, l'ECA, ou Administration de coopération économique. Une colonie d'administrateurs, de fonctionnaires, d'agents américains consciencieux et zélés déferlent alors sur l'Europe. Leur tâche ? Faciliter les échanges avec les États-Unis, stimuler la production des pays bénéficiaires, œuvrer à la stabilisation des monnaies, mais pas que. Une partie de notre travail était de pousser l'Europe à maintenir une forme de capitalisme, un système libéral et, par-dessus tout, la démocratie, confie l'un d'entre eux. Insidieusement,
une véritable machine de contrôle se met en place. Des rapports réguliers sont exigés de la part des administrations des pays aidés. En France, une étude sur la sécurité sociale, le nombre des chasseurs, le montant des pensions militaires et celui des veuves de guerre, mais aussi la prévision de la balance des paiements. Pour les fonctionnaires, la pilule est dure à avaler. Certains répliquent avec humour. Il serait sûrement plus simple, messieurs, que vous vous installiez dans mon bureau, ou mieux, dans celui du ministre, ose l'un d'eux. Mais là où les structures publiques sont déficientes, les hommes de l'ECA prennent directement les rênes et décident jusqu'aux produits à importer, avec quelques incompréhensions ou échecs notoires. Puisque l'agriculture grecque manque d'animaux de labour, les administrateurs américains font venir des mules du Missouri. Un matin, elles débarquent en nombre chez les Hellènes, quelque peu surpris de la taille et du caractère ombrageux de ces bêtes, qui s'accordent assez mal à leur climat et leur topographie. Progressivement, l'apparente générosité du plan Marshall s'estompe au profit d'objectifs moins désintéressés. 20% de l'aide est constituée de prêts remboursables, 80% de subventions. Les fonds servent quasi exclusivement à acheter du matériel et des denrées made in USA. Ainsi, les dollars alloués à l'Europe repartent directement aux États-Unis, où ils soutiennent l'économie et épongent les excédents. William Clayton, l'un des hommes du plan Marshall, sous-secrétaire d'État aux affaires économiques, l'avoue. Disons-le tout de suite, notre objectif a pour toile de fond les intérêts du peuple des États-Unis. Nous avons besoin de marchés, de grands marchés dans le monde, dans lesquels nous pourrons acheter et vendre. L'Amérique, d'abord. Les pays aidés ont aussi l'obligation d'importer leurs achats pour moitié sous la bannière étoilée. La mesure favorise clairement la marine de commerce américaine et les armateurs en profitent pour appliquer des tarifs prohibitifs. Nous avons besoin des États-Unis pour pouvoir nous passer d'eux, confesse publiquement le Français Georges Bidault. Et la noria se poursuit. Une fois débarquées en Europe, les marchandises américaines sont vendues sur les marchés nationaux. Elles génèrent alors des recettes en devises locales. « 5% de ces recettes sont ponctionnées par l'ECA, officiellement pour couvrir ses dépenses administratives. Mais derrière cet intitulé officiel, se dissimulent des rubriques aussi peu administratives que l'approvisionnement en matériaux stratégiques. La France, l'Angleterre, la Belgique ou encore le Portugal en regorgent, grâce à leurs colonies. Le responsable de l'ECA, chargé des territoires d'outre-mer, affirme « C'est dans l'Empire français que se trouvent les ressources minérales les plus importantes de tous les pays aidés. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Manganèse du Maroc, chrome de Nouvelle-Calédonie, mica de Madagascar, étain d'Indochine filent pour le Nouveau Monde, à moindre coût. La mesure scandalise,
Mais pour ces nations souvent au bord de la faillite, il n'y a pas d'autre choix que celui de s'en accommoder. Le plan est là. Or, c'est l'essentiel. Le reste, on s'en tamponne la rétine avec une pâte de cloporte enfarinée. On leur dit, envoyez la camelote. Ils l'envoient. Signez le papier. On signe. Envoyez l'oseille. Et ce qu'il y a de plus formidable, c'est que les Américains eux-mêmes arrivent à s'y retrouver. C'est formidable. Bientôt, dans la plupart des foyers, le progrès made in USA devient l'horizon des existences. Si l'eau chaude à l'évier reste encore un privilège inaccessible, on rêve déjà de plastique et de formica. Dans tous les esprits, une certitude s'impose. Demain sera mieux qu'aujourd'hui. Une ménagère écrit « Des restrictions étaient finies, les nouveautés arrivaient. On n'en revenait pas du temps gagné avec les potages en boîte. Il faut être de son temps, disait-on à l'envi. » Mais cet optimisme ne va pas durer. Car Berlin redevient l'épicentre d'un séisme. Le 20 avril 1948, 25 économistes allemands, triés sur le volet, sont embarqués en autobus vers une destination inconnue. Arrivés dans un camp militaire près de Cassel, ils sont présentés à un membre de l'ECA. Coupés du monde, ils vont plancher sur les ultimes détails d'une réforme monétaire concoctée aux États-Unis. L'opération Bird Dog est lancée. Dans le plus grand secret, des billets de banque sont imprimés aux USA. Transférés discrètement dans 23 000 caisses, ils sont stockés dans les caves de la Reichsbank en attendant leur répartition. Le Deutschmark est né. Le vendredi 18 juin, les Allemands de la zone occidentale l'apprennent par la presse. 2 jours plus tard, la nouvelle monnaie est mise en circulation. Schon lange vor dem Ausgabetermin des Kopfgeldes haben sich Schlangen an den Auszahlungsstellen gebildet. Keiner will zu spät dran sein. Jeder möchte bald das neue Geld in der Tasche haben. Überall Schlangen. Rekordschlangen. Seit Kriegsende war kein Ereignis in Deutschland so einschneidend wie die Währungsreform. Keines so bedeutsam für die zukünftige Entwicklung. Ce jour-là, chacun reçoit 60 Deutschmark en échange de tous les Reichsmark en sa possession. Désormais sans valeur, ils sont voués à la destruction. Pour la deuxième fois en une génération, les épargnants allemands sont ruinés. Mais l'inflation chronique de l'Allemagne est enrayée et les 500 milliards de dettes accumulées par le régime nazi se retrouvent miraculeusement effacées. Staline est débordé. Il redoute de voir arriver ce Deutschmark dans Berlin, situé au cœur de la zone qu'il occupe, car la ville est toujours divisée entre les 4 puissances alliées. Mis au pied du mur, il organise la riposte. Le 24 juin 1948, tous les accès terrestres de la capitale allemande sont coupés. Le blocus de Berlin commence. Isolée, la ville risque à la fois la famine et de tomber dans le giron soviétique. L'Amérique réagit aussitôt. George Marshall prend la parole. We should therefore carefully avoid approaching international problems
on an emotional basis. We need to exercise calm judgment in determining the wise course for this country to pursue, and then pursue it with determination and firmness. Un gigantesque pont aérien est mis en place par les Américains pour permettre à la population de résister. L'opération Victuailles est lancée. Operation Victuals, we'll soon be on our way with coal and wheat and hay, and everything's okay. Operation Victuals, as in the sky we go, we won't forget to blow a kiss to Uncle Joe. Operation Victuals, as in the way, and coal and wheat and hay, and everything's okay. Du jour au lendemain, Berlin-Ouest devient un symbole de liberté pour l'Occident. Les Berlinois ne sont plus perçus comme des nazis, mais comme des victimes. Le bras de fer entre les deux superpuissances va durer 11 mois. 11 mois durant lesquels plus de 2 millions de tonnes de fret sont acheminées au nez et à la barbe des Soviétiques. Au final, Staline perd la partie. Le 12 mai 1949, le blocus de Berlin est levé. Les Berlinois sont soulagés. Quelques mois plus tard, la République fédérale allemande est proclamée. Fait rarissime, sa monnaie a précédé sa création. Les États-Unis ont réussi à remettre l'Allemagne au centre de l'Europe. Ses finances assainies, elle peut enfin penser à son redressement. Bien joué. 2 semaines plus tard, le 7 octobre, c'est au tour de la République démocratique allemande de voir le jour sous l'aile protectrice de Moscou. La rupture entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest est consommée. Georges Marshall contre-attaque. We are engaged in a perilous struggle with an implacable foe. We must carry this battle to the finish. We must avoid the temptation to imperil the whole investment. And it is just that. An investment in saving all those precious articles of faith and ways of life we call democracy. It is an investment in preserving the freedoms of men in a clean and decent world. Désormais, pour les pays bénéficiaires du plan Marshall, les contraintes se renforcent. Tout commerce avec le bloc soviétique leur est interdit sous peine d'exclusion. Un article du règlement de l'ECA stipule même « Aucune personne appartenant au Parti communiste ne doit participer à la distribution des denrées et des fournitures du plan. » Mais les Américains vont aller encore plus loin. Sitôt le plan adopté, une nouvelle officine a vu le jour à Washington, la Central Intelligence Agency, plus connue sous son acronyme de CIA. Sous couverture de l'administration Marshall, ces agents se sont envolés pour l'Europe. Un mémo, classé top secret à l'époque, révèle leur mission. Une partie des fonds destinés à l'ECA doit être mise à la disposition de la CIA dans le but de faire avancer le plan Marshall en luttant contre les éléments communistes dans les pays bénéficiaires. Les syndicats ouvriers sont la première cible. En France, la CGT subit une scission qui provoque la naissance de forces ouvrières. La nouvelle centrale syndicale reçoit le soutien logistique et financier des États-Unis. À travers Irving Brown, responsable du Free Trade Union Committee,
le comité syndical du libre-échange est membre éminent de la CIA. Un fonctionnaire de l'ECA confie « On fermait les yeux, tout en leur donnant un coup de main. On leur disait de se servir dans nos caisses et on regardait ailleurs. » Le combat se porte également en Italie, où des élections législatives sont programmées. Là aussi, les États-Unis, à travers la CIA, pèsent de tout leur poids pour barrer la route aux candidats communistes. Les Américains financent largement les meetings, les affiches et les tracts de la démocratie chrétienne. Des conseillers en communication sont même mis à sa disposition. À New York, une campagne cible les Italo-Américains. On les exhorte à faire pression sur leurs familles restées au pays. Des lettres types sont mises à leur disposition avec des formulations explicites. Si les forces de la démocratie devaient perdre l'élection italienne, le gouvernement américain n'enverrait plus d'argent à l'Italie, et nous non plus. Sans surprise, De Gasperi, le candidat des États-Unis, l'emporte haut la main. Splendido risultato. 27 milioni di votanti su 29 di iscritti. La maggioranza assoluta è andata alla Democrazia Cristiana con circa 12 milioni 700 mila voti. Lutter contre le communisme, c'est bien, mais glorifier l'Amérique, c'est mieux. Le plan Marshall devient alors une formidable opération de promotion en faveur des États-Unis. Les pays bénéficiant de l'aide sont contraints de lui faire une publicité sonore et voyante à leurs frais. Nombre d'expositions, de films, d'affiches fleurissent pour louer ses valeurs. Une véritable machine de propagande se met en place à l'échelle d'un continent. Des illustrés destinés à la jeunesse inondent toute l'Europe. Ils exaltent le courage individuel au service de la liberté et de la patrie. Le héros américain au super-pouvoir est toujours présenté sous les traits du sauveur. L'ennemi russe, toujours dépeint sous les couleurs du diable. Les adultes ne sont pas oubliés. Pour eux, la sélection du Reader's Digest compare la vie infernale qui sévit au-delà du rideau de fer à celle si douce qui s'écoule de l'autre côté de l'Atlantique. Numéros après numéros, les articles célèbrent la famille comme base essentielle des sociétés démocratiques. La famille blanche, évidemment. Dieu aussi est omniprésent, et il ne manque pas d'apôtres. Un prosélytisme que l'hebdomadaire La Vie catholique s'empresse d'épingler. Les Mormons sont arrivés d'Amérique pour nous évangéliser. D'Amérique nous viennent aussi les témoins de Jéhovah. Ils font du démarchage au porte-à-porte. Sont-ils inclus dans le plan Marshall? Enfin, pour compléter cette promotion tous azimuts, des films d'animation d'un genre nouveau font leur apparition. Qu'est-ce que la productivité? C'est un mot nouveau. Dans le pays A, pour fabriquer 5 bicyclettes, les 5 hommes ont dû peiner pendant 8 heures. Dans le pays B, dont la productivité est plus grande, les 5 ouvriers ont produit 5 bicyclettes en 4 heures et avec un effort moindre. Alors, le reste du temps, ils devront se tourner les pouces. Non, car ils produiront davantage, ce qui normalement doit augmenter leur salaire. La productivité, c'est la capacité de production par rapport au temps passé et à l'effort fourni pour produire un objet. Mais le dessin animé n'est qu'un préalable. Viennent ensuite les travaux pratiques. Des milliers d'Européens sont invités à traverser l'Atlantique pour suivre des programmes de formation.
un moyen de transfuser aux nations du Vieux Monde les méthodes et les idées du Nouveau. La Grande-Bretagne, à elle seule, organise 267 missions de productivité. Ainsi, des milliers d'ingénieurs, d'ouvriers et de cadres vont s'imprégner des procédés qui font des États-Unis la plus grande puissance économique du monde. Ils découvrent au passage l'American Way of Life, grandeur nature, les barbecues et les jardins propres, les tupperwares et l'électroménager. Pourtant, le 3 septembre 1949, le ciel des États-Unis s'obscurcit en un instant. Ce jour-là, un B-29 américain en patrouille au-dessus du Pacifique Nord enregistre un taux de radioactivité supérieur à la normale. L'URSS vient de procéder avec succès à son premier essai nucléaire. La crainte d'une troisième guerre mondiale s'empare des États-Unis. The life of New York stops as the city's millions react to a mock attack by enemy raiders of this atomic age. From the stock exchange to air raid shelters, New York tests its civil defense. To judge by these pictures, New Yorkers certainly know their drill. Face à la menace, il faut se mettre en ordre de bataille. Début 1950, le plan Marshall se transforme en plan Martial. L'aide américaine n'est plus un simple moyen de reconstruire l'Europe, mais un outil pour la réarmer. Marshall, devenu entre-temps secrétaire d'État à la Défense, affirme sa position. Before the House Foreign Affairs Committee, General Marshall explains his support of military aid to Europe. The only solution that I see is to establish a firm front. And the more resolute the front, the more effective it will be. And the propaganda efforts to convey that this is an aggressive front, of course, are pure propaganda. Désormais, les hommes en charge de l'aide américaine sont remplacés. L'ECA disparaît au profit de la Mutual Security Agency, la MSA. La majeure partie des fonds est destinée aux dépenses militaires. La République fédérale allemande voit sa punition prendre fin. Elle peut désormais constituer une armée. 50 millions de dollars sont investis dans son réarmement. Les Français désapprouvent. Les blessures mettent du temps à cicatriser. À Paris, une manifestation réunit anciens combattants, déportés et résistants en signe de protestation. Mais la France pèse peu dans le nouvel ordre mondial. Initialement prévu pour durer 4 ans, le plan Marshall s'interrompt au bout de 2 ans et 8 mois. Son initiateur s'éclipse pour goûter à une retraite bien méritée. Toutefois, malgré ses adieux à la scène, bon nombre d'Européens vont s'évertuer à reproduire le miracle américain qu'on leur a tant vanté. L'incitation à l'endettement personnel se généralise. Réfrigérateurs, machines à laver ou voitures à crédit projettent l'Europe dans l'ère de la consommation. Avec ici et là quelques échecs passagers. Mais l'Amérique s'est constitué son grand marché. Paris gagné. Le 17 décembre 1953, alors que l'Europe renaît de ses cendres, George Marshall reçoit le prix Nobel de la paix. Dans la salle,
Quelques contestations troublent la cérémonie, mais elles sont vite étouffées. À cet instant, il n'y a aucun doute. Le plan qui porte le nom du lauréat a sauvé un continent des abîmes où la guerre l'avait entraîné. Il a permis le renouveau de son industrie, favorisé sa croissance et donné foi en l'avenir aux peuples qui en ont bénéficié. Certes, le redressement des pays aidés s'est fait plus rapidement que prévu, mais ils n'ont gagné qu'un an ou deux, disent les spécialistes. Au final, le plan Marshall a impulsé un élan, au mieux, initié un cercle vertueux. Mais depuis, le mythe persiste. Et aujourd'hui encore, la prétendue philosophie du plan Marshall continue de résonner. Générosité, réconciliation, espoir. Il reste le modèle de référence, la solution miracle à tous les problèmes. En réalité, il a surtout servi à satisfaire les ambitions de mondialisation économique des États-Unis et à légitimer l'universalisme du rêve américain. Il fut moins un geste purement désintéressé qu'un acte politique suprêmement intelligent.